Ce soir de recevoir deux très grands écrivains de notre temps, Édouard Glissant et Michel Butor, que je remercie très chaleureusement tous deux de nous avoir fait l'amitié et l'honneur d'accepter notre invitation. Ce n'est pas ce soir leur première présence à Genève, loin s'en faut. C'est vrai d'Édouard Glissant qui a enseigné dans cette maison, dans ce département, il y a quelques années durant un semestre. Et c'est encore plus vrai, bien sûr, de Michel Butor, qui est ici chez lui, dans sa maison, ou dans l'une de ses maisons, en tout cas. L'idée de cette rencontre, nous la devons à Antoine Rebaud, qui est aussi chez lui, et pour les mêmes raisons que Michel Butor. Ils ont enseigné tous deux de nombreuses années à Genève, et ils sont rattachés à notre département, ou plutôt attachés, faudrait-il dire, dans le sens affectueux du terme, et avec une affection réciproque, en qualité tous deux de professeurs honoraires. Antoine Rebaud va à son tour dialoguer avec Édouard Glissant samedi prochain à Saint-Gervais, dans le cadre des activités de la Maison de la Culture, présidée par notre ami et collègue Sylvain Dupuis, une maison de la littérature, pardon, qu'est-ce que j'ai, maison de la littérature, avec qui nous avons étroitement collaboré pour l'organisation de cette soirée. Nous prévoyons qu'un dialogue spontanément, naturellement, naisse entre Michel Butor et Édouard Glissant. Antoine Rebaud est assis à côté d'eux pour les y aider, et je lui cède la parole pour commencer. C'est lui qui a eu l'imagination de cette rencontre. À lui maintenant, à son tour, d'accueillir et d'inciter au dialogue nos deux invités. Merci. Bon, que je dise d'abord, comme c'est simple de présenter des gens qu'on n'a pas à présenter, mais je voudrais souligner aussi que l'origine première de la séance éclatante de ce soir, c'est la Maison de la littérature de Genève, présidée par Sylvain Dupuis, qui avait rêvé cette venue. Déjà dès le mois de décembre. Et ce qui, en tant qu'universitaire toujours, fût-ce en mode honoraire de cette université, il me plaît de voir que la manifestation de ce soir s'inscrit à la fois dans la semaine de la francophonie, la quinzaine des droits de l'homme et la commémoration du 450e anniversaire de la fondation de l'université. Alors cela, il me semble, souligne combien l'université est dans la cité, et le fait que cela se passe ici chez nous souligne combien la littérature est partie prenante de cette insertion. Et je n'oublie pas que dans la collaboration s'inscrit aussi l'Institut du Tout-Monde, créé par Édouard Glissant et Sylvie Glissant, qui est à Paris, mais qui est un atelier de la pensée de toutes les Caraïbes et de l'Afrique, et de la confrontation entre l'Europe et l'Afrique et les Caraïbes, et cette dimension du coup est largement internationale dans le monde tel qu'il se fait maintenant. Je voudrais aussi rappeler, à la fois avec un sourire et avec un peu de regret, je voudrais rappeler qu'en effet, les deux conférenciers de ce soir ont enseigné à des échelles diverses dans cette université, Michel Butor ex cathedra et Édouard Glissant au cours d'un séminaire trimestriel. Alors, le sourire, c'est de souligner que quand même, il y a ici, comme menu courant, si je peux dire, à la semaine, des interventions de la qualité de ce soir, de façon, si je peux dire, hebdomadaire, et que quelquefois les jeunes voix ne sont pas, les étudiants jeunes voix, je veux dire bien sûr, ne sont pas conscients peut-être de ce qui, en effet, leur est donné ainsi. Et j'ai un regret que je dirais, et que ça fait des années que j'attends de le dire, c'est que le fait que vous soyez ici, Michel, avec Édouard, ça me ravive, ça ne n'apaise pas, ça ravive le regret que nous n'avons pas su vous dire
de faire chaque année ou tous les 2 ans un séminaire sur votre propre œuvre. Elle était enseignée partout, elle faisait des thèses partout, et ici, vous par votre retenue, et nous par cette généalogie des vouloirs des corps collectifs dont on ne sait jamais très bien comment elle s'élabore. Est-ce que nous n'avons pas su? Est-ce que nous n'avons pas voulu? Est-ce que nous n'avons pas osé? À part ce séminaire que vous avez fait dans votre dernier semestre, et il était temps, voilà, c'est quelque chose qui, si j'ai l'occasion de le dire ce soir, je le fais. Voilà, mais enfin, tout cela, c'est la vie de l'université. Ce qui justifie le plus l'invitation de ce soir, c'est bien une visée capitale du travail de 2 grands écrivains. Ce sont 2 écritures du monde. Et cette rencontre, une rencontre il y a déjà longtemps, l'a manifestée avec éclat, c'est dans l'espace de moins de 12 mois, de moins d'1 an, en 92 et en 93. En 92, la parution de Transit, tome 4 du Génie du lieu, de Michel Butor. En 93, le titre très explicite d'Édouard Glissant, Tout monde. Et chacun de ces 2 livres ayant de puissantes ramifications dans l'ensemble des œuvres de chacun, en amont et en aval. Tout monde, dit Glissant, et Michel Butor, j'ai besoin d'explorer tous les espaces à la fois, toutes les latitudes en même temps. Et c'est pour une littérature planétaire qui est l'annonce au début du livre de Lucien Dellenbach, au début de Butor aux 80. Et voilà que même l'univers océanique d'Édouard Glissant se retrouve dans cette appellation. L'écriture nomade s'intitule l'exposition de 2006 à la BNF à Paris, consacrée à Michel Butor. Poésie nomade, l'édition de ses poèmes dans la collection Poésie de Gallimard. Et drivé, dérivé, tracé, scande Édouard Glissant tout au long de son œuvre. Et même si extérieurement le montage de séries organise le travail de Glissant, de Butor, tandis que l'image du rhizome est l'emblème de celui de Glissant, tout aussi rhizomatique est chez Butor le travail d'extension et d'expansion mené de Génie du lieu 1 à Gyroscope, qui clôt la série à travers le retour du boomerang et Transit. Pensée archipélique est l'objet d'études de l'Institut du Tout-Monde. Petite exploration de l'archipel Joyce, et le titre et le thème du, je crois, tout premier article, en tout cas celui qui a été recueilli dans le premier volume de la série de répertoire. Et pourtant, les points de départ peuvent apparaître comme fortement contrastés. Racines, attachement au pays, trouble de la généalogie, exploitation, répression, oppression chez Édouard Glissant, voyage sans attache, largage facile et désiré des amarres chez Michel Butor. Tout monde, mais quant au fond, s'agit-il du même tout? S'agit-il du même monde? S'agit-il de faces diverses du tout et du monde? La difficulté, d'autre part, en matière d'écriture, résultant de son foisonnement et de sa texture, si je peux dire, hétérogène et hétéroclite, reçoivent-ils chez l'un et chez l'autre des solutions parallèles, parentes, peut-être antagoniques? Convergence et différence, en tout cas, et beaucoup d'autres peut-être, celle-ci et beaucoup d'autres peut-être. Nous allons ce soir peut-être reprendre les propos d'un personnage de La Lézarde, qui dit que vous en serez les témoins oculaires et oraculaires. L'important, je crois, c'est qu'au bout du compte, on n'en soit pas les témoins oraculaires. À vous donc maintenant Michel, vous commencez peut-être? Bon. Eh bien, merci. Merci à tous. Je suis très touché, évidemment, de me retrouver ici. J'ai un peu l'impression d'être un fantôme, parce que il y a 18 ans que j'ai pris ma retraite ici. C'était encore le XXe siècle. Donc, vous voyez, il s'est passé des choses depuis. Et je suis resté très attaché à cette maison. Et puis, je suis très heureux d'être avec Édouard Glissant, parce que c'est un vieil ami. Nous nous sommes connus il y a plus de 50 ans.
Et on ne s'est pas vu souvent, mais quand même, il y a un petit fil qui est resté entre nous deux. Alors, nous nous sommes rencontrés à la Galerie du Dragon à Paris, et moi j'habitais chez mes parents, rue de Sèvres. C'est entre Saint-Germain-des-Prés et Montparnasse, c'était très bien situé. Et pour aller à Saint-Germain-des-Prés, je passais par la rue du Dragon. Et c'est sur cette rue du Dragon que donne une petite rue qui s'appelle la rue Bernard-Palissy, où se trouvent les éditions de Minus. Et dans cette rue du Dragon, il y avait une galerie, la Galerie du Dragon, qui était dirigée par une femme qui a eu d'autres galeries ensuite, qui s'appelait Nina Dosset, et qui a été d'abord liée au groupe surréaliste. Puis ensuite, elle s'est fâchée avec le groupe surréaliste, c'était quelque chose qui arrivait très souvent, enfin tout le monde se brouillait tout le temps, là, et puis on s'arrangeait. Et ensuite, la galerie est restée, et il y avait un certain nombre de gens qui venaient souvent se rencontrer dans cette galerie. Des peintres, bien sûr, et aussi un certain nombre d'écrivains. Et il y avait par exemple Jean Laude, et qui a publié son premier livre à la Galerie du Dragon. Et puis, il y avait Édouard Glissant, qui a lui aussi publié son premier livre à la Galerie du Dragon. Et c'est là que je l'ai rencontré. Et il y avait des bistrots dans le coin, et donc de temps en temps, on allait boire une bière. Bon. Et puis, on parlait de la peinture et de tout ça. Donc, on était très copains à cette époque-là. Et ensuite, nous nous sommes dispersés, plus ou moins. Mais il y a une anecdote qui nous rapproche, hein, c'est que une année, j'ai eu pour un roman le prix Renaudot, et l'année suivante, pour La Lézarde, il a eu aussi le prix Renaudot. Alors on était un peu comme deux petits frères. Mais malheureusement, je ne suis jamais allé à la Martinique. C'est un tort. Mais voilà, c'est un tort. Je ne suis jamais allé à la Martinique, je ne suis jamais allé dans les Antilles. Donc, dans ma vue du monde, de la réalité, il y a un trou comme ça. Et alors, Édouard, pour moi, est à l'intérieur de ce trou. Et évidemment, il doit être extraordinaire dans son pays. Hein. Il doit déjà, c'est une personnalité donc qui tient beaucoup de place, hein, qu'on voit tout de suite, comme ça, il sort de tous les côtés. Mais j'imagine que quand il est chez lui, ça doit être encore plus formidable. Donc je rêve, c'est un de mes rêves, je ne sais pas du tout si je le réaliserai, mais un de mes rêves, c'est d'aller le voir chez lui à la Martinique. Et il y a beaucoup d'autres pays comme ça que je n'ai jamais vus. Et j'ai la réputation d'avoir beaucoup voyagé, mais c'est pas du tout l'impression que j'ai, moi. J'ai l'impression que mes voyages me font chaque fois découvrir que je ne connais pas, il y a des quantités d'autres endroits où je ne suis jamais allé, où je n'irai jamais parce qu'il est trop tard. J'espère continuer à voyager pendant un certain temps, mais de toute façon, la Terre est beaucoup trop vaste, beaucoup trop variée, et l'uniformité dont on parle aujourd'hui est tout à fait superficielle. Donc, de toute façon, je ne connaîtrai pas le monde. Je n'en connaîtrai que des échantillons. Et des échantillons certes significatifs, qui me permettent de deviner un certain nombre de choses. Mais j'ai le sentiment très très fort donc de manque. Et parmi ces manques, il y a le pays, ce qui est pour moi le pays d'Édouard Glissant. Et
à partir de ce pays, là, il y a sa voix et la voix de quelques autres, je pense à Aimé Césaire par exemple, eh bien, qui font sortir quelque chose qui est différent et quelque chose dont j'ai besoin. En particulier, on pourrait dire que de ce pays-là, il y a une sorte d'autre français qui vient. Alors là, c'est certainement une différence entre nous, mais il y a une conjonction. Moi, je suis un Français de métropole. Je suis venu à Paris quand j'avais 3 ans. J'ai fait toutes mes études à Paris, donc je suis un Parisien typique. Au bout d'un certain temps, j'ai eu besoin de quitter Paris, d'aller voir comment c'était ailleurs, et d'aller voir surtout quel effet faisait Paris quand on le voyait d'ailleurs. Donc, j'ai une culture parisienne, je suis de souche comme ça, tout à fait métropolitaine, comme on disait à l'époque. Et Édouard, lui, il est un Français d'ailleurs, un Français d'une autre région. Et lui est venu en France, alors que moi, je suis sorti de France. Et j'espère en sortir encore un certain nombre de fois. Et peut-être qu'un jour, je réussirai à aller en Martinique. Attention, attention à ce que tu dis. Tu n'es pas indemne. Non, ça sera avec plaisir. Voilà, bon, alors maintenant c'est à lui de parler. Ah. Non, mais c'est pas assez. Ah, mais je reviendrai. Bonsoir. Merci de m'avoir invité. Je ne sais pas combien d'années, ça faisait combien d'années qu'on ne s'était pas vu. Je crois qu'on ne s'est pas vu. Nous nous sommes rencontrés pour la dernière fois à Montréal, ah, oui. En 91. Ça fait quand même. J'étais allé juste après avoir pris ma retraite ici. Ouais. Et alors, il se trouve qu'il y a eu un congrès sur je ne sais plus quoi, sur la découverte de l'Amérique, et que Édouard y était. Moi, j'étais professeur invité à l'UQAM, c'est ça, l'Université du Québec à Montréal. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir invité. Mais il n'a pas changé. Ça m'intéresse ce que Butor vient de dire, parce que dans la situation monde, il y a ma position est absolument contraire. Je me souviens que pour aller vite, que dans l'un de mes premiers livres publiés, qui s'appelait Soleil de la conscience, à la fin d'un passage, je dis que dans ce paysage français et dans ce paysage parisien, je sens que j'ai à la fois le regard du Fils et la vision de l'étranger. C'est-à-dire que tout de suite, il y a une espèce de séparation. C'est pas encore une schizophrénie, mais c'est déjà une division de l'être. Et par exemple, quand j'étais à Paris, à l'époque Michel Butor vient d'évoquer, cette division de l'être était assez terrible, parce que j'avais mes amis martiniquais que je fréquentais, et puis j'avais mes amis français. Mes amis français, c'était tous des écrivains, des écrivains ou des artistes. Et pas un ne connaissait les autres. Mes amis martiniquais ou antillais ou africains se disaient, mais qu'est-ce qu'il a à fréquenter tous ces gens-là? Et mes amis français ne savaient même pas que j'avais des amis martiniquais qui se demandaient qu'est-ce qu'il a à fréquenter tous ces gens-là. Autrement dit,
il y avait une fréquentation qui n'était pas une fréquentation du lieu, mais on va revenir à cette notion de lieu qui me paraît fondamentale dans notre discussion. C'était une fréquentation d'histoire et de non-histoire. Et ça, c'est terrible dans le monde moderne. C'est-à-dire que la fréquentation d'histoire, c'était celle que j'avais avec mes amis français. On savait pourquoi on était contre telle sorte de littérature, d'écriture, et pourquoi on se rapprochait de telle autre. C'était l'histoire. Et mes amis antillais, mes compatriotes antillais, c'était la non-histoire. C'était l'histoire qui était refusée à l'autre. C'était l'histoire qui était raturée. C'était la mémoire collective qui était effacée par les effets de la colonisation. Et par conséquent, c'était quand même assez... c'est une situation quand même assez trouble dans l'existence du monde. Et il me semble que je peux résumer l'affaire en disant ceci, qui vous paraîtra peut-être d'un ordre mystique ou peut-être d'un ordre ridicule, selon ce que vous en pensez. Une des choses qui m'a frappé quand je suis allé du Havre à Paris pour la première fois, en 1946, c'était l'ordre et du paysage. Il y avait je découvrais des carrés de blé, des carrés de tournesol, des rectangles et j'avais jamais vu ça. Un paysage ordonné. J'avais été élevé. Tous les paysages des Amériques, même les immenses champs de blé, sont des paysages désordonnés. Il n'y a pas cette esthétique de l'ordre qu'il y a dans les paysages européens et les paysages français tels que je les découvrais dans le train. En 1946, c'était les trains avec la fumée qui vous revenait dans les yeux, qui allait à 30 à l'heure, etc., etc., et vous aviez le temps de voir les paysages. Eh bien, ça m'avait complètement sidéré. Je crois que le problème des écritures du monde, c'est le problème de la mesure et de la démesure. Tel que ça m'avait apparu, ça m'était apparu pendant ce voyage initiatique. C'était la première fois que je prenais un train, n'est-ce pas, du Havre à Paris, où j'arrivais à la gare Saint-Lazare. Mais Paris, je connaissais, parce que nous avions une sérieuse formation. On connaissait Balzac, on connaissait Stendhal, on connaissait... Et puis, je connaissais la rue Gilles-Cœur, à cause des premières lectures de Saint John Perse. Il y avait une connaissance livresque et culturelle du paysage parisien qui était déjà là. Mais le paysage français ou européen, d'une manière générale, cet ordre, cette mesure, pour moi, c'était une stupéfaction. Et alors, la chose que je veux vous raconter, qui peut paraître ridicule, c'est que
je suis né dans un morne. Un morne, c'est une colline, une petite montagne, enfin une grosse colline. Dans un morne du nord de la Martinique, sur les flancs de la montagne Pelée. Et quand j'avais 1 mois d'existence, ma mère m'a pris sur ses bras comme un linge, et je dis nous parce que c'est là où il y a le mystère. Je me souviens de ce voyage. J'avais 1 mois, et sûrement parce que elle me l'a raconté plein de fois, sûrement parce que elle a traversé à pied la Martinique qui est étroite de Sainte-Marie au Lamentin. Il n'y avait pas de route, il n'y avait que des pistes. On tombait dans des trous, on se machin, etc. Avec moi et je me souviens de ce paysage bouleversé, sans aucun, avec une grande démesure. Et c'est une des caractéristiques des paysages des Amériques, qu'on soit dans une toute petite ravine, d'une toute petite île comme la Martinique, c'est la même démesure que dans les grands canyons des États-Unis, n'est-ce pas? C'est la même impossibilité de régler, d'ordonner, de mettre une mesure. Et je me souviens de ce voyage, et sans doute aussi parce que les gens du Lamentin qui étaient au courant m'ont sûrement répété quand j'avais 15, 5 ans ou 6 ans ou 7 ans, « Ah, on t'a vu venir dans les bras de ta mère quand elle est arrivée du Saint-Esprit. » Bon, mais je m'en souviens. Et je me souviens de ce désordre. Et il me semble que l'une des pratiques intéressantes dans l'écriture du monde, et peut-être que c'est, je dis peut-être parce que je ne suis pas sûr de cela, peut-être que c'est, il en va de même pour Michel Butor, c'est de chercher la mesure dans la démesure, en sachant qu'on ne la trouvera jamais. Et que de chercher la démesure dans la mesure, en ayant un petit espoir de la trouver. Et il me semble que les écritures du monde sont une des conditions modernes de l'existence des littératures. Parce que je crois que l'objet le plus haut de littérature, c'est le monde. Et bon, nous avons des littératures psychologiques, ceci, cela, etc., etc., etc. Mais il me semble qu'aucune des littératures, même avant, même les littératures dites psychologiques, n'a d'intérêt que si elle se rapporte à cette mesure et à cette démesure du monde que nous cherchons éternellement. Oui. D'accord, oui, mais ce que tu dis là de ce voyage enfantin me frappe beaucoup. Moi, je n'ai pas de souvenir antérieur à mon arrivée à Paris. À toi. J'aurais dû avoir pris des notes parce que j'ai oublié au fur et à mesure. Premièrement, en ce qui concerne les paysages américains, enfin, les paysages états-uniens, des États-Unis, c'est vrai, la rectangulaire du paysage c'est vrai.
Mais tu retrouves ça dans la ville de New York. Ah oui. La ville de New York, c'est comme ça. Oui, oui. Comme ça et comme ça. Moi, ça m'ennuie profondément quand je marche dans New York de passer de la 57e rue à la 56e, à la 55e, à la 54e, à la 53e. Et il n'y a aucun détour possible. Il n'y a pas de biais. Etc. Il y a une diagonale. C'est Broadway. Broadway. Oui. Mais Broadway, C'est extraordinaire. Ça. Broadway c'est une vitrine. Oui. Tu vois, donc la vitrine peut être en diagonale de biais et même sinuée un peu, mais la ville elle-même est rectangulaire. Mais il me semble que ce n'est pas... ce qui est important dans le paysage américain, il me semble, et qui partage avec, et états-unien qui partage avec tous les paysages américains, c'est la démesure. Parce que même les champs dont tu parles, on a liquidé tous les Indiens, tous les bisons, tous les ours, on a coupé des fleuves, on a, etc., pour faire ces carrés. Mais ces carrés eux-mêmes sont démesurés. Ah oui. C'est pas les carrés que j'ai vus entre Le Havre et Paris. Non, bien sûr. Donc, il y a une caractéristique qui est fondamentale, c'est dans les Amériques, c'est cette démesure. Et ça me rappelle que, du point de vue de la littérature, une observation de Ernst Robert Curtius, que je rapporte souvent parce que, qui est un critique allemand, que je rapporte souvent parce que ça m'avait frappé. Il disait que la topique, dans un livre qui s'appelle La littérature européenne et le Moyen-Âge chrétien, il disait que la topique des littératures européennes, c'est la source et le prix. C'est-à-dire que c'est une origine mesurée. Une origine, même quand il s'agit d'une démesure de la littérature, des littératures européennes, c'est des démesures en réaction à une mesure, qui est la mesure, mais ça, on retrouve ça très souvent dans le monde, que le baroque en Europe, c'est une réaction à la mesure, et que en Argentine, c'est pas une réaction, c'est naturel, ou à Lima, où le baroque est naturalisé. C'est-à-dire que ce n'est pas une réaction contre un excès d'austérité, d'autorité et de transparence. Le baroque des cathédrales de Lima et des villes du Pérou et du Chili est un baroque naturalisé. C'est-à-dire que ça prend, ce n'est en réaction avec quoi que ce soit. Ça vient, c'est bon. Et ce qui m'a intéressé, c'est que si on parle de topique de la littérature des littératures américaines, ce n'est pas la source et le pré. C'est le tremblement de terre, c'est l'éruption volcanique, c'est le cyclone. Il y a là une topique qui détourne les littératures des Amériques de l'imitation des littératures européennes. Bon, c'est sûr que Henry James, c'est encore l'imitation des littératures européennes, mais Faulkner, non. Qu'on ne retrouve pas dans la poésie, dans les littératures new-yorkaises, qui souvent sont encore, même dans la démesure, la sauvagerie, etc., sont encore des littératures européennes. Mais là, c'est fini, il n'y a plus. Et je dis cela parce que
je veux essayer de rebondir à partir de ce qu'a dit Michel sur l'appétit du voyage, non seulement de lui, mais de beaucoup de Français, d'Européens, etc. Et de même qu'il y a cette mesure et cette démesure, il y a les peuples à qui le voyage est interdit, qui n'ont absolument pas l'idée de ce que c'est que de pouvoir partir, de ce que c'est que de pouvoir sortir de soi-même, et ce qui est un privilège extraordinaire. Il y a des peuples qui sont condamnés à rester à la Russie, et quand ils veulent en sortir, ce n'est que les auspices tragiques de l'immigration, c'est-à-dire du voyage forcé et déterminé par le besoin, la nécessité, la misère, etc. Et ça donne une autre manière de voir le monde. Parce que à force de rester sur place et de ne pas pouvoir aller dans le monde, on a une autre imagination du monde que celui qui sait que peut-être un jour il aura la possibilité d'aller voir dans le monde, d'aller voir ce que c'est que le monde. Et par conséquent, parmi les nombreuses imaginations du monde possible, il y a ces deux sortes-là. L'imagination du monde de celui qui est capable de concevoir un déplacement dans le monde, et l'imagination du monde de celui qui est incapable de concevoir un déplacement dans le monde. Et il me semble que la littérature n'approchera pas véritablement une vision du monde tant que ces deux formes de sensibilité, le monde maturé dans un impossible, dans une immobilité, dans une structure dont on ne sort pas, et le monde ouvert dans une possibilité de déplacement, tant que ces deux sensibilités ne se seront pas confrontées, établies, relativisées l'une par rapport à l'autre, etc. Et il me semble que c'est là un point extrêmement important, et j'en reviens à cette notion de mesure et de démesure. Parce que quand même, quand Michel raconte ses voyages aux États-Unis et qu'il fait cette analyse extrêmement brillante et subtile de changement du paysage, des paysages états-uniens, il manie avec grande maîtrise la connaissance de la mesure. Il sait que la différence entre un paysage de l'Est des États-Unis et le paysage du centre des États-Unis et le paysage du Middle West, etc. Et il applique à des réalités démesurées une vision qui est souvent une vision, alors là on va peut-être en discuter, une vision profondément fécondée par un sens, une sensibilité de la mesure, du chiffre, de la quantité, de la ligne, du trait, de la statistique, etc., etc., etc. Et il y a des littératures dans le monde, la littérature des griots africains par exemple,
qui grouillent d'une impossibilité de cette mesure, qui sont enfermés dans une impossibilité de concevoir le monde et de pouvoir en toute tranquillité, et je me disais en écoutant Michel, quelle tranquillité, quelle douceur dans la manière d'approcher ces réalités et de les mettre en balance les unes avec les autres. Il y a des visions du monde qui sont intranquilles, qui ne peuvent pas être tranquilles, qui par conséquent sont souvent injustes à cause de cela. Ils sont souvent peut-être même fausses à cause de cela, parce que le transport, la démesure ne vous donne pas toujours la possibilité d'entrer au cœur des choses, peut vous en distraire légèrement. Et c'est pourquoi je pense que tout ce que nous a dit Michel Butor est intéressant, parce que c'est une manière d'écriture du monde, mais c'est une manière d'écriture du monde dont je dirais qu'elle est déjà extraordinairement favorisée par rapport à d'autres manières d'écriture du monde qui ne sont pas encore arrivées à leur expression véritable. Oui, mais ça, je pense que c'est très vrai. J'ai tout à fait le sentiment d'être un privilégié. Et que d'ailleurs nous sommes tous ici des privilégiés. Nous avons, en général, nous ne nous en rendons pas compte. Hein. Il faut bouger un peu pour se rendre compte à quel point nous sommes des privilégiés. Et moi, j'ai le sentiment d'être un privilégié très, très fortement. Donc, je suis un privilégié en particulier parce que j'ai pu voyager, et j'ai pu voyager de cette façon-là. J'ai eu la chance de pouvoir voyager comme professeur, donc en gagnant ma vie dans différents pays. Et je suis très, très sensible au fait que la plupart, en ce qui concerne cette question du voyage, la plupart des gens du monde qui sont dans l'interdiction absolue du voyage. Et beaucoup, quand ils voyagent, sont dans un voyage forcé qui est profondément différent de celui des voyages dont j'ai profité, je peux dire. Et il faut dire que beaucoup de pays ont été peuplés par ce voyage forcé, hein, par l'esclavage. Bon, une grande partie de l'Amérique a été, on peut même dire aujourd'hui, toute l'Amérique telle qu'elle est maintenant, a été peuplée par une émigration forcée. L'esclavage d'abord, mais beaucoup d'autres modes, disons, d'esclavage moins violent. C'est-à-dire que les gens ont été chassés d'Irlande ou d'Italie par la misère, ou bien à la fin de Manon Lescaut, on a le transport des Françaises à la Nouvelle-Orléans, etc., etc. Donc, des voyages forcés plus ou moins violents, quelquefois particulièrement violents. Et là, on a un continent entier dont la majorité de la population donc, a cette expérience-là, qui est une expérience refoulée, et qui est liée d'ailleurs au quasi-anéantissement de ce qu'il y avait auparavant. Anéantissement qui n'est pas complet, mais tout de même, les chiffres sont absolument impressionnants. Là, dans ce mythe de l'Ouest dont je parlais tout à l'heure, il y a des choses qu'on n'a pas réussi à mettre au carré. En particulier les fleuves. Les fleuves du Middle West ont absolument refusé
de faire des angles droits. Ils ont continué à sinuer comme ils sinuaient auparavant, avec de temps en temps des barrages, etc. Mais il y a une strate de la réalité qui traverse cette espèce d'oubli systématique qu'on a essayé d'imposer et qui a ses splendeurs, ça, bien sûr. Alors, donc il y a, dans le monde actuel, il y a énormément de gens qui sont interdits de voyage, qui ont peu à peu des fenêtres sur le reste du monde par l'intermédiaire de moyens de communication comme la télévision, etc. Donc des visions qui sont complètement différentes du voyage dont nous parlons, mais qui naturellement donnent énormément envie de ce voyage. Moi, je vais vous citer une anecdote. Bon. Un jour, nous étions au Far West, j'étais professeur à l'université du Nouveau-Mexique, et nous allons dans un pueblo indien, une pension qui avait une fête. Nous arrivons, il n'y avait pas de fête. Il n'y avait rien, bon, il y avait le village. Nous rencontrons des Indiens, et mais est-ce qu'il ne devait pas y avoir une fête? Non. Oh, ben, c'est dommage. Mais écoutez, il y a quand même une fête. Ah bon? Oui, nous fêtons l'anniversaire de notre grand-mère. Venez chez nous. Nous sommes allés chez ces Indiens et donc nous avons participé au repas d'anniversaire de la grand-mère. Et c'était un repas tout à fait indien. Et il y avait la télévision. Et une fois le repas bien fait, on allume la télévision et alors nos Indiens regardent les surfeurs à Hawaï. Voilà. Alors, au milieu du Far West, donc, les Indiens regardent les surfeurs à Hawaï. Et je me souviens d'un autre moment aussi. Nous étions en Arizona, chez les Hopis, et nous avions vu une fête la veille extraordinaire. Et puis, on arrive dans un village Hopi, vous voyez, c'est des villages qui sont perchés au-dessus du plateau. Et nous rencontrons un Indien qui nous salue très gentiment. Et il me dit, voilà. Qu'est-ce que vous venez chercher ici? Parce que c'est moche ici. Donc je dis, non, c'est magnifique. Puis il y a des choses magnifiques. Il dit, oui, il y a quelquefois des choses très belles. Par exemple, hier soir, il y a eu cette fête avec ce genre de troupe. Oui, ça c'est extraordinaire. Mais là, alors que on dit qu'on est français, et dans cette région des États-Unis, c'était un très bon passeport. Un très bon passeport. Oui. Vous, en Europe, mais c'est fou ce que vous avez. Il me dit, j'ai été dans l'armée américaine. Beaucoup d'Indiens ont travaillé dans l'armée américaine dans les communications. Parce que les langues indiennes étaient totalement inconnues des Allemands et des Japonais. Et des Japonais, complètement. Et par conséquent, si on a une langue indienne était le code, le code parfait. Alors, donc, il était allé là et cet Indien avait fait de l'occupation à Salzbourg, en Autriche. Et il nous a dit, vous voyez, je suis allé à Salzbourg. Eh bien, à Salzbourg, dans leurs églises, où ils vont à la messe, eh bien, là, ils écoutent du Mozart. Alors donc, c'est un Indien Hopi qui m'a raconté ça en plein milieu
de son Far West, et cet Indien Hopi avait une nostalgie extraordinaire de Salzbourg. Évidemment, il était hors de question que ce pauvre Indien retourne un jour à Salzbourg. Mais il avait eu cette... Voilà, la guerre avait eu pour lui cet avantage extraordinaire de lui entrouvrir une espèce de paradis, d'un exotisme autrement parfaitement inimaginable. Alors, donc, il y a, c'est certain, il y a une interdiction, il y a pour la plupart des gens du monde une interdiction du voyage et des interdictions du voyage, des interdictions qui ont plusieurs intensités. Il y a quelquefois c'est absolu, d'autres fois il peut y avoir un peu de voyage, et puis un voyage mental, un voyage par l'intermédiaire en particulier aujourd'hui de la télévision. Mais il y a beaucoup de gens dans le monde qui n'ont même pas la télévision. Il y a même des villages de Haute-Savoie où il est très difficile d'avoir la télévision à certains moments. Parce que la neige empêche les antennes de recevoir. Oui, d'accord, mais j'ai eu des expériences de ce genre. Au nord de l'île de Baffin, c'est-à-dire peut-être à 200 km du pôle Nord, dans l'endroit où un chef inuit me recevait, pour m'exposer les rites sacrés qu'ils observaient avant d'aller à la chasse au caribou, n'est-ce pas? Il m'explique tout cela pendant qu'une télévision suspendue au plafond diffusait, mais un boucan effrayant, Tina Turner. Moi, j'étais venu avec l'idée que, enfin, le respect, le machin du rite sacré qu'il allait exposer, comme il faisait pour avoir... Et il le faisait. Mais je n'arrivais pas bien à comprendre l'interprète, parce qu'il y avait un interprète, j'arrivais pas bien à comprendre l'interprète parce qu'il y avait Tina Turner dans oui, mais probablement il a mis Tina Turner pour te faire plaisir. Oui. Pour que tu te sentes absolument. Dans les marais de Louisiane, un vieux monsieur me dit, est-ce qu'à Paris, ils ont toujours les piquets pour attacher les chevaux? Ça, c'est il y a 2 ans qui me pose cette question. Donc, ce que je veux dire, c'est que tant dans la compréhension de ce que c'est que Tina Turner, ou dans la compréhension de ce que c'est que le système de véhiculation à Paris, il y a un impossible pour celui qui ne peut pas envisager de se déplacer. Parce que ce type, au fond des bayous de Louisiane, il était là dès sa naissance et il allait mourir là. Oui. Et peut-être même qu'il n'est jamais allé à New Orleans, à Nouvelle-Orléans. N'est-ce pas? Et ce que je veux dire, c'est que cet imaginaire des peuples ou des individus qui ne peuvent pas se déplacer, qui gonfle, s'étouffe, mais peut-être se mûrit aussi, et vient rencontrer l'imaginaire des gens qui peuvent se déplacer. Et moi par exemple, j'ai des amis, et j'espère que tu viendras un jour à la Martinique. Inch'Allah. J'ai des amis qui viennent me visiter à la Martinique, des Français, ou des Italiens, ou des tu es déjà monté à la montagne Pelée, on va y aller demain. Je ne suis jamais allé à la montagne Pelée. Qu'est-ce que je vais faire là? Je n'ai rien à faire. Ah non, demain on va, ils organisent. Je dis, mais faites vos affaires, moi,
une excursion sur la hauteur. On se balade sur la route entre Dechoux et Morne-Rouge, une petite entrée de monsieur. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Et je sais déjà que c'est l'entrée de la maison particulière d'un béquet, ces fameux béquets dont il est question en ce moment. Et dans les grèves, etc. Et je lui dis, mais je dis à cet ami, mais je sais pas, c'est l'entrée d'une maison. Ah, allez voir. Je dis, mais j'ai rien à voir là-dedans. Je m'assieds à l'intersection on arrête la voiture, je m'assieds, et lui et sa femme, ils entrent, ils vont voir. Donc il y a un instinct d'explorateur, si je peux dire, dans l'écriture du monde, il y a le monde que l'on retient en soi, parce qu'on sait qu'on ne pourra pas y aller. Et alors les peuples africains, les peuples de l'Afrique subsaharienne, ils ont à la fois cette impossibilité de se déplacer dans le monde, et ils ont toujours été déportés dans le monde. Et ça, non seulement aux États-Unis et dans toutes les Amériques, mais aussi 95% des armées françaises de Gaulle ont été faites d'Africains qu'on a pris et à qui on a fait voir du pays. Mais oui. Oui. Donc il y a cette écriture du monde qui est double, qui est celle qui se pose comme ça en éventail et essaie de trouver le monde qui a été soustrait, parce que le monde a été soustrait aux civilisations occidentales, n'est-ce pas? Elles ont renforcé sur la rationalité, sur ceci, sur cela, mais elles ont renforcé sur l'exploration coloniale et la découverte, mais elles n'ont pas eu la connaissance du monde. C'est ça? Par exemple, les États-Unis, s'ils avaient su que Bagdad était une ville qui était l'héritière de 3000 ans de civilisation, etc., peut-être qu'ils n'auraient pas bombardé comme ça. Il y a eu une méconnaissance du monde. Et alors, ce qu'il faut voir, c'est que peut-être ceux qui sont restés sur place, qui n'ont pas eu la possibilité, ils ont eu la même méconnaissance du monde, mais ils ont eu un désir de monde. Un désir de monde que peut-être les Occidentaux n'ont plus, parce qu'ils ont l'exploration à satiété, n'est-ce pas? Et alors, je me demande si il ne faut pas, en effet, accumuler les ouvrages comme ceux que tu fais pour dire que le monde est là, mais que nous ne le connaissons pas encore. Mais ça, certainement, mais il faut multiplier tes livres aussi. Non, le monde est là, mais en effet, nous ne le connaissons pas. Et parce que, bon, il change tout le temps, et évidemment, l'information prend beaucoup de temps. Et on s'imagine aujourd'hui que l'information va plus vite, parce que nous avons Internet, etc. Mais ce n'est pas vrai, l'information ne va pas plus vite. Parce que ce genre d'information que nous manions maintenant produit un bruit informatique énorme. Et par conséquent, les informations qui pourraient nous intéresser ont énormément de mal à traverser ce bruit. Ce qui fait que nous sommes toujours, et nécessairement, nous sommes toujours en retard. L'Inuit demande s'il y a encore des poteaux pour les chevaux à Paris. Il y en avait, dans mon village à Lucinge, il y en avait encore il y a 2 ou 3 ans. Il y avait des poteaux pour
que les chevaux, pour tenir les chevaux. C'est pas vieux du tout. Mais évidemment, il y a un moment où ça passe. Et l'image que nous avons des autres est toujours une image décalée. Elle est toujours une image insuffisante, toujours. Nous ne pouvons avoir qu'une connaissance tout à fait fragmentaire de la réalité, et elle est surtout toujours une image décalée. C'est-à-dire, ce que nous connaissons du monde est toujours périmé. Et il faut bien s'arranger avec ça. Mais si on voyage un peu, on sent très bien ça que les pays changent. Tous les pays où je suis allé, eh bien, si j'y suis retourné, j'ai reconnu toutes sortes de choses, bien sûr, mais j'ai été surtout frappé par la façon dont ils se transformaient. Donc, on est toujours en retard. On est toujours en retard par rapport aux autres pays, par rapport aux autres lieux. Mais il faut bien comprendre qu'on est toujours en retard aussi par rapport à soi-même. Les Français sont en retard par rapport à la France. L'image qu'ils se font de la France est une image partielle et en grande partie fausse, mais qui correspond à il y a 10 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans. Selon certaines régions, la distance temporelle est plus ou moins grande. Et nous pouvons dire la connaissance que nous avons de nous-mêmes aussi est une connaissance qui est toujours décalée. Et c'est pourquoi nous avons toujours besoin de prendre des références ailleurs. Alors, donc nous sommes dans un monde que nous ne connaissons qu'en partie. Et il y a d'immenses régions de ce monde qui nous sont cachées. Autrefois, nous ne connaissions qu'une face de la Lune, parce que la rotation de la Lune étant équivalente à la rotation de la Lune autour de la Terre, la Lune nous présente toujours la même face. Et nous ne connaissons l'autre face de la Lune que depuis les premières fusées soviétiques. Mais avant ces fusées soviétiques, on savait bien que la Lune était ronde et qu'elle avait une autre face. Donc il y avait une face cachée de la Lune. Eh bien, sur la Terre, il y a d'immenses faces cachées. L'Amérique existait avant Christophe Colomb, ou avant les Vikings, mais elle était complètement cachée pour le monde occidental. Et j'ai parlé des Vikings, ils sont en effet allés jusqu'en Amérique, mais on l'a oublié pendant plusieurs siècles après. Et donc, toute l'Amérique, c'était une face cachée. Eh bien, il y a encore des quantités de faces cachées sur la Terre. Il y a des faces cachées historiques, et puis il y a des faces cachées tout simplement physiques. Une des plus importantes, c'est l'intérieur même de la Terre. Le peu que nous connaissons de la Terre, c'est la surface de la Terre. Et même les océans, c'est une pellicule toute petite sur l'ensemble de la Terre. Et tout ce que nous connaissons un peu de l'intérieur de la Terre, nous le connaissons par des inductions extrêmement complexes. Et pour l'instant, nous ne pouvons absolument pas aller à l'intérieur. Donc, notre connaissance du monde est de toute façon profondément incomplète. Et ce manque de connaissance du monde est, nous le savons bien, dramatique. Parce que, comme dit Édouard, si les Américains avaient su que, peut-être les choses se seraient passées autrement. Les Anglais, pourtant, savaient très bien que Dresde était une grande ville culturelle. Ils l'ont quand même bombardé complètement par erreur après l'armistice. Donc, une erreur complète. Là aussi, il y a manque d'informations. Ils ne savaient pas
ils ne savaient pas que c'était déjà fini, et ils ont fait cette espèce de crime, enfin ce crime. Alors, donc c'est un drame, cette ignorance que nous avons de la réalité produit des drames perpétuellement. Et ceci dans tous les domaines. Bon, dans le domaine de... un des grands domaines cachés, une des grandes faces cachées de la réalité actuelle, contrairement à ce qu'on croyait encore l'année dernière, c'est l'économie. L'économie, aujourd'hui, c'est une des grandes faces cachées de notre réalité. Parce que aucune des grandes écoles d'économie n'a été capable de prévoir ce qui se passe en ce moment. Personne ne sait quoi faire. Et on espère que l'information va circuler un peu mieux qu'avant. Je crois que... Voilà, ça va? Ça va? Il est tard maintenant, hein? On a une face cachée intérieure, là. Voilà. Mais je crois que il faudrait venir un peu vous occuper de ça. Voilà, je crois que la meilleure façon de continuer encore un peu cette soirée, c'est d'offrir la possibilité des questions. Aux questions. Il nous reste... Mais pas beaucoup. Pas beaucoup, oui, pas beaucoup. J'ai bien compris, Michel. 10 minutes. 10 minutes de questions. Voilà. Nous sommes d'accord. Alors, qui souhaiterait intervenir? 10 minutes de silence peuvent être très longues. Donc, Sur la face cachée, il y en aurait pour la nuit. Ah ben oui. Je vais peut-être me lancer avec une question qui est un peu trouble encore dans mon esprit et qui se fonde sur ce que vous disiez, Édouard Glissant, des deux écritures du monde et aussi de cette autre opposition entre mesure et démesure. Et ma question porterait sur la coïncidence ou non de ces deux oppositions. Est-ce que vous considérez que la mesure est attribuable à cette écriture du monde de ceux qui ont le loisir du voyage et que la démesure appartient à ceux qui ne l'ont pas? Est-ce qu'il y a une distribution de cet ordre-là qui est pensable? Et d'autre part, y a-t-il une temporalité dans laquelle on puisse comprendre ces rapports entre ces deux écritures du monde? Est-ce que l'une est l'avenir de l'autre ou pas? Je crois qu'il faut mettre de l'imparfait là, et non pas du présent. Je crois que toutes les cultures du monde sont à même de faire l'expérience de la mesure et de la démesure. N'est-ce pas? Si l'expérience de la mesure a été déterminante en Occident, c'est pour un certain nombre de raisons historiques bien précises. C'est là qu'on a découvert le chariot, la roue, le moulin, le soc de charrue. Il y a eu beaucoup de découvertes techniques au Moyen-Âge qui font que, par exemple, le serf du Moyen-Âge, qui est un esclave, a pu contribuer à cette amélioration, à ces améliorations techniques, alors que l'esclave ne peut absolument pas contribuer à des améliorations techniques parce que là où le serf avait une responsabilité, le Seigneur lui donnait le champ et prenait le 10e de la récolte, mais c'était au serf à se débrouiller pour avoir la récolte. L'esclave n'avait aucune responsabilité dans cette affaire. Et par conséquent, il y a eu civilisationnellement des communautés qui sont allées à une espèce de conception mesurée du monde. Et par exemple, qu'est-ce que c'est que le Dieu unique autour de la Méditerranée, que ce soit en Égypte avec Toutankhamon et que ce soit
avec les cultures hébraïques, chrétiennes et islamiques, le Dieu unique, c'est une expérience de la mesure. Parce que manifestement, le polythéisme est une expérience de la démesure. Et il y a comme ça des allées venues. Et c'est sûr que la démesure favorise une espèce de complicité cosmique avec les éléments. C'est sûr que la mesure favorise la méditation spirituelle telle que les saints du Moyen-Âge ont pu la vivre et ont pu en rendre compte. Donc, je ne crois pas qu'il y ait une séparation. Ce sont des expériences différentes du monde. Le problème, c'est que ces expériences différentes du monde, où il n'y a pas de séparation de nature, ont déterminé des séparations de situations, c'est-à-dire des maîtres et des esclaves. Et qu'il faut, bien entendu, à mon avis, pour le bien des humanités, il faut rendre concomitant ces expériences diverses du monde. Mais je ne crois pas qu'il y ait non plus de solution de continuité ou il n'y a pas une vision qui est supérieure ou une vision qui est inférieure. Il y a des manières différentes d'aborder la réalité du monde. Et je crois que ce vers quoi nous tendons, c'est, comme Michel disait, il y a des faces cachées. C'est un peu ce que j'ai voulu dire dans un de mes derniers livres qui s'appelle « Une nouvelle région du monde ». C'est-à-dire qui n'est pas une région, pas tellement une région inconnue physiquement, qu'une région inconnue poétiquement. Ça, et que nous pouvons partager ensemble. Il n'y a pas d'anciens colonisateurs et d'anciens colonisés. Il y a des héritiers d'anciennes situations, mais qui ont déjà dépassé ces situations. Et par conséquent, bon, par exemple, ça fait 40 ans que je dis que le métissage et la colonisation sont une des solutions possibles pour ce genre de... Eh bien, Obama, c'est une illustration de ça, parce que les Noirs américains, en tant que Noirs, n'auraient pas pu opérer ce renversement de la vapeur poétique. Mais un créole le peut, parce qu'il rapproche l'irrapprochable, les irrapprochables. Il les rapproche. Et pas seulement sur ce plan-là, mais sur le plan de l'imaginaire, etc., etc. Il faut que nous considérions que nous avons tous les mêmes devoirs d'imagination et d'imaginaire envers le monde et que nous les rapprochions. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Les griots avaient leur propre monde et le réinventaient par rapport aux autres qui voyageaient. Avec quoi? Que les griots, étant donné qu'ils restaient dans leur village, ils avaient une façon à eux de voyager, c'est de réinventer leur monde. Si vous voulez, je crois qu'on peut dire ça comme ça. On peut dire que
par exemple, je vais prendre un exemple plus facile pour moi, parce que je vous ai dit que je suis né au monde de Zodin. C'est le monde de la Martinique où sont réputés les plus grands batteurs de tambour et les plus grands conteurs de créoles de la Martinique. Et le conteur créole, qui n'a pas la possibilité de sortir de son lieu, il imagine l'histoire de ce lieu. Par exemple, dans les contes créoles, il n'y a pas de Genèse. Par exemple, il n'y a pas de Genèse. Pourquoi? Parce que la Genèse, c'est la source unique. Dieu créa l'homme, il prend sa corde, il crée la femme, etc. C'est une source unique. Dans les disons, dans les cosmologies africaines ou descendants de la diaspora africaine, il n'y a pas de Genèse. Il y a ce que j'appelle une digenèse. C'est-à-dire qu'il y a des sources différentes. Il n'y en a pas une seule. Il n'y a pas de système de filiation impérative. Parce qu'il n'y a pas de légitimité impérative dans cette société. Et alors le conteur, il imagine tout ça. Et par exemple, il dit Dieu a pris de, je sais pas, de la boue et il l'a mis dans un four, et puis le four, il a laissé cuire trop longtemps et c'est sorti tout noir. Et il a dit, ah non, 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 je ne veux pas de ça. Et il a pris de la boue encore, et c'est un conte créole. Et il l'a mis au four, et c'est sorti tout blanc. Alors il dit, ah non, 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 je ne veux pas de ça. Et il fait plusieurs essais avant de trouver le thé et moyen qui lui convient. Alors, il y a là toute une série d'enseignements qui sont incroyables. D'abord, Dieu se trompe, puisqu'il il pratique par méthode de tâtonnement, et Dieu se trompe, donc il n'y a pas d'absolu divin, il n'y a que de la relation divine, et il n'y a pas de Genèse, puisqu'il y a 3 ou 4 essais avant. Il n'y a pas de vérité absolue. Et tout ceci fait que tant le conteur créole que le griot africain ou le conteur quechua où les mêmes phénomènes se reproduisent. Il y a une période d'histoire inconnue entre la création de l'homme et les premiers événements historiques dans les histoires des Aztèques et des Incas. Il n'y a pas d'absolu, c'est la même chose. Mais cette manière d'être sur place et de maturer la donnée spirituelle du lieu produit un autre effet que la manière de l'Occident, qui est une manière itinérante, qui n'est pas maturée par exemple au Moyen-Âge, tous les moines irlandais, allemands, français et italiens se connaissaient, communiquaient entre eux. Il n'y avait pas... les moines irlandais étaient fameux pour leur connaissance de la spiritualité. Il y avait là une sorte de manière semi-rationnelle de mettre en commun ce qu'on savait. Tandis que dans les peuples
chez les peuples qui ne pouvaient pas voyager, il y avait une maturation fondamentale, mais qui n'était pas aveugle, qui donnait ses solutions, qui proposait ses solutions, qui proposait ses visées du monde, etc., mais qui ne concevait pas la connaissance comme une expansion dans le monde. Alors que l'Occident a considéré la connaissance d'abord sous les aspects d'une expansion dans le monde. Et dès que les Grecs existent, ils rêvent d'aller en Orient, et c'est Alexandre qui le fait, etc., etc., etc.